Bonsoir, docteur Vavassis. Bonsoir, M. McQuaid, ça va bien? Ça va très bien, merci. Je suis absolument ravi de vous accueillir cet après-midi à ce webinaire. J'ai beaucoup de questions pour vous aujourd'hui. Des questions aussi que les gens peuvent poser par le biais de ce webinaire. Et en l'occurrence, c'est très facile. Au bas de la page de ce Zoom, il y a un Q&A, c'est-à-dire questions-réponses, et on va s'occuper de faire avancer votre question pour qu'on puisse avoir le temps d'y répondre pendant la petite heure qu'on va passer ensemble. Docteur Vavassis, je parle de COVID-19, on est en plein dedans. C'est reparti, la deuxième vague commence à se faire sentir quand même assez fortement. J'aimerais savoir, dans un premier temps, dans vos établissements de santé, quelles mesures sont en place pour protéger la santé des patients qui ont le cancer, évidemment, mais aussi celle du personnel? Du côté du personnel, actuellement, on est relativement bien protégé. L'équipement nécessaire est en place, donc les masques, les visières, les gants. Nous avons tout ce que nous avons besoin. Donc, de ce côté-là, actuellement, il n'y a pas de souci. Du côté des patients, il y a toute une procédure qui est en place. Donc, je veux me faire rassurer en premier. Ce n'est pas une méthode qui est un peu improvisée, mais plutôt une procédure stricte et rigoureuse. On commence habituellement avec un questionnaire la veille d'un rendez-vous à l'hôpital. Donc, une infirmière COVID, qui veut dire une infirmière qui a été formée avec une série de questions et différents algorithmes, comment réagir aux réponses. Cette infirmière va appeler le patient, prendre contact et poser ses questions, et ensuite explorer, parce qu'on sait que la liste de questions étant ce qu'elle est, les réponses peuvent varier dépendant des gens. Donc, dépendant où ça s'en va, elle s'ajuste. Ensuite, elle fait un rapport au médecin, donc mettons à moi, pour mon patient. Elle va me dire, voilà ce que j'ai relevé, je n'ai pas d'inquiétude ou j'ai des inquiétudes. Moi, je vais valider son opinion et donner le mien. Si on est tous les deux d'accord que le patient peut se présenter, bien, il y a un rendez-vous, mettons, le lendemain. D'habitude, c'est 24 heures avant pour se permettre de s'ajuster en conséquence. Le lendemain, le patient se présente. Il a des instructions claires par rapport à porter un masque, se présenter à une station de sécurité pour répondre encore une fois à un questionnaire sur place maintenant, pour être sûr qu'il n'y a rien qui a changé dans les dernières heures. À ce moment-là, il sait aussi qu'il peut être accompagné jusqu'à la porte, mais à part situation exceptionnelle, normalement, il n'y a pas d'accompagnement dans l'hôpital pour le rendez-vous. Le patient répond à des questions quand il arrive, et ensuite, en présumant que tout va bien, mettons, ça ne va pas bien, mettons qu'il y a des questions, qu'il y a des doutes. Il y a une zone tiède où le patient va être immédiatement mis, isolé des autres, pour qu'on puisse mieux comprendre ce qui se passe. Soyons optimistes, ça va bien. Le patient réussit son deuxième questionnaire. Là, il va rencontrer le médecin. Donc, encore une fois, mettons que c'est moi. Moi, j'ai mon sarrau, une blouse. J'ai le masque, j'ai la visière et je mets les gants pour toute manipulation, tout examen. Le patient, s'il a à attendre, normalement, est immédiatement mis dans une pièce pour qu'il ne soit pas à côté de quelqu'un d'autre, donc la distanciation sociale. Et même quand je le rencontre, on respecte les 2 mètres. Il est à un bout de la pièce et moi, à l'autre bout de la pièce. Et ça, le patient peut penser, pourquoi j'ai rien, moi, j'ai déjà fait 1000 questionnaires, mais l'inquiétude n'est pas juste lui, c'est aussi moi. J'ai vu plusieurs patients dans la journée, il se peut que j'ai été en contact. Donc, on essaie de maximiser la protection du patient, minimiser le contact avec le personnel, et ensuite, le patient, le moment que c'est terminé, il est escorté hors de l'hôpital. Donc, ça, c'est du point de vue d'une rencontre médicale qui concerne la plupart des patients. Pour la radiothérapie, plus précisément, imaginez un peu la même chose, sauf que c'est sûr que là, il y a une période d'attente pour avoir accès à la machine. La moitié de nos bancs ont été condamnés pour que les patients ne peuvent pas physiquement s'asseoir plus près que 2 mètres l'un de l'autre. Et il y a de la sécurité qui fait le tour constamment pour simplement sensibiliser les gens si jamais il y a un rapprochement, quelqu'un qui est fatigué, qui est oublié un peu. Alors, on peut être convaincu que vous avez maximisé l'élément sécurité pour que les gens se sentent quand même
confortable malgré tout, si j'ai bien compris. Absolument. Vous avez parlé de radiologie tout à l'heure, j'aimerais qu'on y revienne, mais avant ça, j'aimerais vous lancer sur, dans l'hôpital, est-ce que vous fonctionnez avec des sanctuaires? C'est-à-dire, on parle beaucoup depuis quelques jours des zones jaunes, vertes, oranges et rouges. J'aimerais, pour réduire évidemment le risque que les patients attrapent le COVID, est-ce que ça fonctionne comme ça aussi à l'hôpital? Absolument. Donc, les couleurs, c'est quelque chose d'un peu nouveau. La façon que ça fonctionnait dans les derniers mois, c'était avec des zones froides, tièdes et chaudes. Une zone chaude est quelque part où il y a du COVID. Point là. Donc, si vous venez à l'hôpital et vous êtes en contact avec moi, on est dans une salle et soudainement, vous recevez un coup de téléphone d'un de vos proches qui dit « J'ai le COVID, c'est confirmé ». Vous êtes à ce moment-là tiède. On soupçonne quelque chose, on craint quelque chose, il n'y a pas de preuve. Si vous testez positif pour le COVID, vous êtes chaud. Il faut que vous allez dans une zone chaude. En radiothérapie, on n'est pas chaud. On est tiède ou on est froid. Donc, tiède veut dire que le patient, finalement, a dit quelque chose qui nous fait douter et immédiatement est isolé vers la zone tiède. Tout le reste de la radiothérapie, donc tout ce que je vous ai décrit au préalable de faire le questionnaire et venir, tout ça, c'est dans une zone froide. Donc, en présomption qu'il n'y a pas de COVID présent, il y a très peu de chances que le COVID ait pu passer à travers le système. Et la vérité, c'est que, à ce que je sache, en Radio-Onco à Maisonneuve-Rosemont, on n'en a pas eu de faille dans notre sécurité. Donc, le froid est resté froid et été respecté à 100%. Alors, Peter, dites-moi, comment fonctionnent les rendez-vous en centre hospitalier? Est-ce que, d'abord, le stationnement est gratuit? Est-ce que les patients attendent dans leur véhicule ou tout simplement en salle d'attente? Le stationnement était gratuit. Ceci s'est poursuivi pour la plupart de la pandémie. Et quand les choses se sont améliorées, je pense au mois de juillet, c'est là qu'ils ont dit, bon, on retourne à un stationnement normal. Donc, actuellement, de ce que je sais, c'est payant. C'est retourné à le stationnement que c'était. Je présume que si on tombe encore une fois dans une deuxième vague franc, à ce moment-là, ça va retourner à gratuit. Je pense que c'était en fonction surtout de la perception de la capacité des gens à payer dans des moments financiers difficiles. Donc ça, c'était pour le stationnement. Comme j'ai dit... Maintenant, pour le stationnement, oui. Peter, si vous me permettez, pour le stationnement, moi, aujourd'hui, j'allais passer des examens au CHUM et je me suis rendu compte que je n'avais pas à payer le montant de presque 20 $ et que ça me coûterait finalement 6 $ si je présentais mon billet au préposé et que, évidemment, c'est moins cher, c'est beaucoup, c'est 10 $ de moins. Est-ce que la même chose s'applique à Maisonneuve-Rosemont? De ce que je sache, non. De ce que je peux vous dire pour le médecin, certainement pas. de ce que je sache pour les patients non plus, je crois qu'ils sont revenus à un tarif normal, mais il se peut que je me trompe parce que quand je fais mon entrée, je le fais du côté du personnel. Donc, je bifurque avant de me rendre là où les patients... Du côté des médecins. Exactement. Par contre, je peux vous dire que mes patients me rementionnent les frais de stationnement. Donc, je n'ai pas validé vraiment est-ce qu'il y avait Peter, on vous perd un petit peu, là. On vous perd un petit peu. Désolé. La qualité du son n'est pas maximum. Ça va. Mais ça me permet de vous poser la question suivante. Est-ce que les patients attendent dans leur véhicule ou en salle d'attente? Donc, les patients doivent venir à l'heure, c'est-à-dire il n'y a pas d'arrivée 1 heure avant maintenant, comme déjà a été fait. On s'attend que les patients viennent pour leur rendez-vous. Quand ils rentrent à l'édifice, eux, ils ont accès, mais l'accompagnateur, non. Donc, vous conduisez un ami pour des examens, vous restez dans le véhicule. Lui, il rentre, fait ses examens, vous restez dans le stationnement, vous attendez dans votre véhicule, à vous promener tant que vous respectez 2 mètres. Et par la suite, il ressort. Et là, il y a quelques exceptions quand même. Le patient unilingue, il a difficulté, problème cognitif, problème de mémoire, par exemple. On fait des exceptions où il y a des gens qui sont accompagnés par compassion. Quel est le pourcentage de rencontres, Peter, avec le spécialiste versus des rencontres par téléphone, par exemple, à l'annonce d'un diagnostic? Donc, c'est du 100% dans les deux sens.
Tous mes rencontres commencent avec une rencontre téléphonique. Donc, la consultation initiale se fait par téléphone. Le but de ça est de minimiser le temps que le patient passe dans l'hôpital et en contact avec d'autres. Donc, je fais tout mon questionnaire, je fais toutes mes explications. J'ai annoncé des diagnostics pénibles par téléphone. Ça a été déchirant, ça a été vraiment difficile à faire parce que le contact humain n'est pas le même. Et c'est très difficile de gérer l'émotion et l'anxiété de la personne quand on n'est pas en train de le voir devant nous, quand c'est au téléphone. Par contre, tout patient qui rentre en traitement est rencontré avant. Donc, en radiothérapie, on a l'avantage d'une planification qui nous donne une belle excuse de faire venir le patient et à ce moment-là, on le rencontre en personne. Donc, tous les patients sont rencontrés avant. Ouais. C'est plus chaleureux, c'est plus humain comme ça. Absolument. Effectivement. Oui. J'aimerais rappeler, Peter, donnez-moi une seconde, aux gens qui nous écoutent en ce moment. J'espère qu'il n'y a pas seulement des hommes à l'écoute ou au webinaire, mais aussi des amis de ces personnes-là et même les conjointes ou les conjoints pour obtenir le plus d'informations possible. Alors, Peter, peut-on s'attendre à ce que les rencontres et les suivis médicaux par téléphone se poursuivent au-delà de la pandémie? C'est une excellente question. Je crois que nous avons franchi une nouvelle façon de faire. Et il y a certains avantages à cela. Et je vous donne l'exemple. Le patient que je connais très bien, que je suis depuis 15 ans déjà, qui a son contrôle d'APS maintenant annuellement avec moi, qui n'a aucune plainte, qui est en super forme et avec qui j'ai une excellente relation, mais cet appel, si son APS est normal, elle peut se faire par téléphone. Ça va lui sauver un voyage. Mettons, maintenant, il a 80 ans, il a eu son cancer à 65, il a 80 maintenant, donc ça va lui sauver un voyage. Ça va lui sauver le déplacement et les frais du déplacement. Ça va lui sauver de m'attendre parce que là, il va être chez lui à regarder la télé jusqu'à temps que la téléphone sonne. Il attend dans une situation beaucoup plus plaisante. Donc, je crois que dans cette situation-là, on pourrait s'adapter à justement garder ce modèle-là. Mais il faut que ce soit un modèle choisi. C'est-à-dire, il ne faut pas non plus qu'on tombe dans une certaine paresse de dire, ben écoute, moi, je peux faire ma journée tellement rapidement par téléphone que finalement, j'ai le contrôle total, je prends le téléphone, ça ne répond pas, je raccroche. Ça ne marche pas non plus parce que, veut pas le médecin, le système de santé est supposé être au service du patient et non dans l'autre sens. Donc, il faudrait finalement voir, une fois qu'il n'y a plus de pandémie, il faudrait voir qu'est-ce que les patients veulent. Et je pense que la réponse vient de là. Et moi, je verrais très mal un patient qui demande une rencontre en personne, que je dis, mais non, ma nouvelle façon de faire, c'est par téléphone. Moi, je ne le ferai pas en tout cas. Ouais. Bien, on n'est pas tout à fait rendu là non plus, Peter. J'aimerais savoir, la saison d'automne arrive et évidemment, c'est la saison des vaccins. La vaccination contre la grippe, moi, je le fais depuis des années et ça a toujours très, très bien marché. Mais j'aimerais savoir si elle est plus importante cette année que jamais. Et pourquoi? Encore une fois, c'est une excellente question et il y a une bonne réflexion à faire là-dessus parce qu'il y a deux questions ici. Et pour moi, la plus importante est que dans une situation où la grippe normale, l'influenza, toutes les toux et les rhumes qu'on est habitué d'avoir vont vraiment apparaître, ça va être difficile de dire la différence entre une COVID puis une grippe, puis un mal de gorge, puis un toux, puis toutes les autres choses qui peuvent arriver. Donc, si on est vacciné, mais on réduit les chances, on ne les élimine pas malheureusement, mais on réduit les chances d'attraper tous les autres microbes qui vont nous donner les mêmes symptômes. Donc, la première chose, c'est que ça va rendre pour le système beaucoup plus facile d'être en mode alerte ou non. Parce que trop de faux négatifs aussi, à un moment donné, on arrête d'y croire et on arrête de se faire tester. Donc, il y a un danger là-dedans. Donc, je pense que pour des gens qui sont habitués à se faire vacciner, cette année est une année très importante pour le faire. Il n'y a pas de contre-indication nouvelle au vaccin par rapport aux anciennes contre-indications qui étaient si on avait présenté une allergie avant, si on avait présenté une vieille barrée dans les 6 semaines après la vaccination. Mais sinon, il n'y a vraiment pas grand monde qui ne devrait pas se faire vacciner. D'accord. Une question brutale, Peter, avec une courte réponse, s'il vous plaît. Qui devrait se faire vacciner? Tout le monde.
Excellent. Tous. Excellent. Il paraît que les patients qui ont une carence médicale avérée en vitamine D, moi je sais que j'en prends 10 000 unités par semaine, sont plus à risque de complications. Est-ce qu'un supplément devrait être, dans ce cas-là, recommandé? Et est-ce que je continue à prendre ma vitamine D? Il faut continuer à prendre la vitamine D qu'on vous a prescrit, absolument, pour toutes les bonnes raisons pourquoi on vous a prescrit ça, qui n'a rien à faire avec le COVID. Il ne faut pas se mettre sur la vitamine D pour se protéger contre le COVID. Je ne connais aucune étude actuellement qui a mis ça en évidence, malheureusement. Donc, on ne commence pas le vitamine D dans le but de se protéger contre le COVID, mais si on prend du vitamine D dans un contexte d'hormonothérapie, par exemple, il faut la continuer. Et pour cette raison, purement, à cause de la prescription qui a été donnée. Dites-moi, est-ce qu'il y a une rumeur, comment on dit ça, donc, une rumeur urbaine qui dit que sous hormonothérapie, on a une certaine protection contre le COVID. Est-ce que c'est vrai ou non? Donc, il faut comprendre que le data, les informations sur le COVID sont venues un peu de façon désorganisée, surtout au début. Et dans la vague de panique médicale, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait des groupes de patients et on essayait de voir quelles étaient les similarités pour essayer de trouver un pattern quelconque. Une étude italienne sur des patients, tout simplement, en regardant leur historique et voyant s'ils prennent de l'hormonothérapie ou non, semblait démontrer que dans tous les hommes qui avaient eu le COVID, ceux qui prennent de l'hormonothérapie semblaient plus protégés contre les pires conséquences. Par contre, ça, c'est des statistiques épidémiologiques et il n'y a aucune étude formelle, aucun lien qui a été fait entre les deux. Je ne demanderai pas à mon médecin de commencer une hormonothérapie dans le but de me protéger contre le COVID, du tout. Du tout. On peut le mettre dans la case de la légende urbaine, peut-être? Oui, absolument, pour l'instant. En espérant que ça s'avère vrai à un moment donné, parce que ça serait un boni pour des patients au moins qui ont de l'hormonothérapie de se protéger. Mais pour l'instant, oui. Absolument. Mythe. Ah, d'accord. On va passer maintenant à la rubrique test, diagnostic et traitement, Peter. Est-ce que les patients doivent porter le masque en tout temps dans un centre hospitalier ou une clinique d'urologie? Par exemple, pour des tests diagnostiques, des biopsies, des IRM, des scans, des scintigraphies, par exemple. La réponse simple est oui. On porte le masque tout le temps. On enlève le masque si un médecin ou une infirmière nous dit d'enlever le masque. That's it. C'est clair. J'aime ça des réponses courtes et précises comme les vôtres, Peter. Est-ce que les patients, par ailleurs, peuvent être accompagnés pour les examens ou leur traitement à la suite d'un diagnostic de cancer de la prostate, que ce soit une chirurgie, radiothérapie, etc.? Donc, je vous dirais que pour l'instant, la réponse demeure non. Le but étant de minimiser les contacts dans l'hôpital et l'achalandage dans les corridors. Mais exceptions sont faites. Donc, comme j'ai parlé un peu tantôt, si le patient a vraiment besoin de son accompagnateur familial, que ce soit pour une raison psychologique, pour un trouble de mémoire, pour n'importe quel trouble de langage, on est raisonnable. D'accord. On est raisonnable. Et est-ce qu'un patient est testé pour la COVID avant un traitement ou avant une procédure? C'est automatique? Non. C'est quand le patient, quand on soupçonne quelque chose. Donc, il n'y a pas de testing un peu aléatoire. Ça fait partie de mes espoirs que si ce fameux test rapide s'avère peu coûteux et vraiment fonctionnel, mais là, ça serait quelque chose d'intéressant à voir. Mais pour l'instant, non. Par contre, la température est prise à l'arrivée. Et ça peut déclencher, le questionnaire, la température peut déclencher ensuite un test de COVID. Mais il n'y a pas de test COVID pour arriver en traitement, non. Alors, on présume que tous les patients arrivent là négatifs. Exactement, exactement. J'aimerais qu'on parle un peu de chirurgie, Peter. Je passais par là, je sais de quoi ça tourne un peu, mais il y a beaucoup de gens qui sont à l'écoute en ce moment, qui se posent des questions, qui viennent de l'apprendre ou qui ont des questions à poser. Encore une fois, je répète qu'on peut les poser dans la section Q&A, questions-réponses au bas de l'écran du Zoom. Mais en parlant de chirurgie,
admettons que j'ai reçu un diagnostic de cancer de la prostate de grade 2 et je suis normalement cédulé pour une chirurgie cet automne. S'il y a éclosion, et il semble que c'est le cas pour l'instant, est-ce que je pourrais attendre jusqu'au mois de janvier pour me faire opérer? En présumant que le grade 2 fait référence à un Gleason 3+4, parce que c'est ça les grades du cancer, il faut quand même tenir compte des autres facteurs. Donc, on a l'APS, on a cliniquement si le cancer est sorti de la prostate ou non. Ce que je comprends de votre question et des questions des patients, c'est qu'ils ont une maladie de risque intermédiaire bas. D'habitude, c'est ça un Gleason 3+4. Et dans ce contexte-là, moi, je serais relativement à l'aise. Retarder une chirurgie de quelques mois ne devrait pas poser un problème par rapport à l'évolution de la maladie de la personne. Mais encore une fois, ça, c'est une discussion à avoir avec le médecin, l'urologue qui propose la chirurgie. Ça va dépendre. Et je veux juste me faire assurer qu'on discute de tous ces cas-là en comité à chaque semaine. Et j'ai eu des patients qui m'ont été référés en radiothérapie par mes collègues urologues qui m'ont dit, dans cette situation où je ne peux pas opérer le patient, il aimerait discuter de la possibilité de faire de la radiothérapie si ça pourrait être plus rapide. Donc, on essaie quand même d'encadrer le patient pour qu'il puisse prendre une décision et dans le temps et avec quelle modalité il veut choisir en faisant l'équilibre. Mais moi, quand je leur parle, je leur dis toujours, actuellement, je pense qu'on peut attendre jusqu'en janvier. Je serai confortable avec ça. Donc, voilà la réponse globale. J'entends depuis quelques années, je l'entends de plus en plus, qu'un cancer qui est détecté et qui est au tout premier stage, il y a plusieurs personnes qui font le choix d'attendre et de voir l'évolution de la chose. Absolument. Alors, je comprends qu'une décision comme celle-là puisse être prise, mais quand on est rendu plus loin et que le cancer est plus sérieux, il faut agir, il faut mettre ses gants et travailler, là. En vérité, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est dire, et j'ai eu quelques patients au début qui l'ont fait, et ce n'est pas de leur faute, je comprends qu'ils étaient perdus au début de la pandémie, qu'est-ce que je fais, mais ils ont choisi de ne pas se présenter à des examens, alors qu'on était en train de poser des diagnostics. Et le problème là-dedans, c'est qu'ils ont ralenti leur propre processus de diagnostic, alors que de notre côté, on était en train de gérer la situation pour que ça n'arrive pas, qu'il n'y ait pas de problème. Donc, finalement, on se courait après un peu. Il faut discuter avec le médecin pour prendre la décision par rapport à est-ce qu'on peut aller de l'avant tout de suite, est-ce que c'est relativement sécuritaire et faire l'équilibre entre le pour et le contre. J'aimerais juste souligner que si vous avez une maladie avancée qui presse, pour laquelle il faut absolument agir rapidement, les chansons qu'on va vous proposer une hormonothérapie. Et d'habitude, la radiothérapie commence après 3 mois d'hormonothérapie. Donc, de toute façon, vous allez gagner du temps avec ça et on peut même prolonger ce processus et attendre 4 mois, 5 mois. Tant qu'on est sous hormonothérapie, on a un certain luxe d'attente. Donc, ces gens-là, heureusement, sont dans une situation aussi où il y a quelque chose à faire malgré qu'on est en train d'attendre pour la radiothérapie comme telle. Ouais. Quelqu'un qui serait, par exemple, très, très inquiet de sa condition, compte tenu de l'information qu'il possède ou qu'il a reçue de son urologue, est-ce qu'il pourrait se faire opérer dans une autre région s'il n'a pas accès à la chirurgie dans la sienne? Donc, moi, je vous dirais qu'en temps normal, on n'aime pas changer de région entre les patients parce que tout est équilibré entre régions pour s'assurer que tout le monde a un accès à peu près en même temps. Donc, le nombre de centres, le nombre de chirurgies, le nombre de salles d'opération sont en fonction de la population. Donc, si on transfère, mettons, prenons le pire comme Montréal, et on transfère les cas de Montréal vers la rive sud, à un moment donné, la rive sud va déborder aussi. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on donne la priorité aux gens qui sont dans leur bonne région ou non? Donc, moi, je dirais que la solution n'est pas de se garrocher dans un autre centre en espérant de trouver quelqu'un de sympathique et de mentir sur son adresse pour essayer de rentrer, mais plutôt de communiquer avec le médecin, votre médecin, et de trouver la solution. J'en ai pas vu de patient vraiment que ça finit sans solution. Et honnêtement, on a fait quand même 6 mois de pandémie maintenant. J'ai pas vu de patient que ça a juste resté là. Ouais. Je vous présente une situation, Peter. La personne pense avoir le COVID.
elle n'a pas passé de test. Elle est ni négative ni positive. Elle n'a pas passé de test. Mais sa chirurgie est déjà cédulée. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme celui-là? On le dit tout de suite. Donc, si on pense qu'on a le COVID, il faut aller se faire dépister. Hein? On a vu tous les fils. La responsabilité sociale d'aller se faire dépister puis avoir la réponse. Je communiquerai aussi immédiatement avec l'équipe traitante pour leur dire que voilà la situation et voilà la décision que j'ai prise. Comme ça, l'équipe va être un peu en mesure de suivre la situation et de donner un avis. J'aimerais mentionner juste quelque chose qui est très important parce que ceci touche aussi, ça c'est un patient qui est en attente de chirurgie. Un de mes patients qui était en radiothérapie, je ne le nommerai pas, mais c'est un héros personnel à moi. Il a, pendant cette période-là, eu un membre de sa famille qui a contracté le COVID. Et il a contacté notre département pour nous dire que ça, c'était la situation, qu'il voulait passer un test de COVID parce qu'il ne voulait pas mettre les autres en danger. Il a passé un test de COVID. Le COVID était positif. Et ça a forcé une interruption de ses traitements. Et je l'ai appelé souvent pour m'assurer que tout allait bien. Puis pendant qu'on s'ajoutait, je voulais le rassurer. Mais il faut dire que cette personne-là, en connaissance de cause, a choisi de protéger les autres à risque à lui-même. C'était quelque chose qui m'a vraiment fait chaud au cœur. Et je tenais de le dire aujourd'hui parce que oui, c'est ça, c'est courageux. Et des fois, on oublie tout le courage que les patients démontrent. C'était quelque chose à voir. Et c'est pour ça que je vous dis, je retourne à la question de base qui est absolument, la responsabilité sociale est importante. On a évoqué tout à l'heure, en tout début de webinaire, la radiothérapie. J'ai dit qu'on y reviendrait, on y est. Voici le cas. J'ai reçu un diagnostic de cancer de la prostate de grade 2 et mon choix, ça a été la radiothérapie. S'il y a éclosion maintenant, est-ce que je pourrais attendre jusqu'en janvier pour entreprendre mes traitements? Donc, vous êtes une grade 2, vous êtes le même gars que tantôt, mais qui a maintenant choisi de faire de la radiothérapie au lieu. Il peut attendre autant que le patient chirurgical pouvait attendre. Il peut attendre aussi. Absolument. D'accord. Si le traitement est reporté, par exemple, s'il est reporté dans quelques mois, dans 6 mois, est-ce que mon cancer, lui, continue de progresser? La réponse simple est oui, bien sûr. On a des cellules cancéreuses, ça serait de mentir au monde, et ça, je ne le ferai jamais, de dire à quelqu'un qui a des cellules cancéreuses, inquiète-toi pas, ça va. Non, ça serait malhonnête de dire non. Par contre, la question n'est pas est-ce que ça progresse, est-ce que ça progresse de façon significative. Donc, est-ce que ça progresse dans un sens qui va être soit changer l'allure des traitements, nous forcer d'être plus agressif dans nos traitements et vous donner plus d'effets secondaires, ou carrément vous donner des problèmes que vous n'auriez pas dû avoir. La réponse à ça, je pense, si votre maladie n'est pas très grave, est non. La plupart des cancers de prostate poussent lentement et quelques mois ne changera pas grand-chose. J'aimerais ajouter à ça, par contre, comme j'ai fait allusion tantôt, quand tout ça a commencé, on a préparé un feuille de 4 pages pour chaque patient, reporté ou non. On a formé des comités. Donc, moi, j'étais responsable pour le comité prostate de la radio-oncologie, parce que c'est moi qui est le chef de l'urologie en radio-onco à Maisonneuve. J'ai chapeauté ce comité-là et chaque patient a été présenté. Si on voulait le mettre en traitement, il fallait dire pourquoi on le met en traitement. C'est-à-dire, est-ce qu'on risque le COVID pour peu? Si on ne voulait pas le mettre en traitement, il fallait dire pourquoi on ne le met pas en traitement, c'est quoi notre plan? Le comité devrait statuer sur le risque du patient et si c'était acceptable de retarder. Et quand est-ce qu'on va reparler de ce patient? Donc, mettons, dans 2 semaines. Ouais. Et donc, il y avait tout un processus en place. Je veux me faire rassurant dans le sens que ce n'était pas juste au pif qu'on disait, ben lui, oui, lui, non. C'était pas du tout ça. Je doute que vous fassiez grand-chose au pif, Peter, si vous me permettez. Merci. Maintenant, je parle toujours de ce patient qui est en hormonothérapie. Est-ce qu'il y a un problème avec le transport en commun et les rassemblements de personnes? Oui. La réponse courte est oui. Pas à cause de l'hormonothérapie, à cause du fait que s'il y a un cancer de la prostate, il est probablement
plus que 60 ans. On va dire plus que 50. C'est rare les patients en bas de 50 ans qui ont un cancer de la prostate. Donc, c'est des gens qui sont plus à risque d'avoir des complications du COVID. Plus qu'on est en public, plus de chances d'avoir un contact. Transport en commun, plus de contacts encore. Les rassemblements, même chose. Moi, je dirais que quelqu'un qui a le cancer de façon générale, que ce soit sévère ou non, a plus de risques de complications. C'est une des conditions qui prédisait un moins bon déroulement de l'épisode COVID. Donc, pour toutes ces raisons, oui, isolez-vous. Absolument. Mais si je contracte le COVID-19 pendant mon traitement, qu'est-ce que je fais? On retourne à mon patient héros. C'est ça qui lui est arrivé. On informe le médecin. Le médecin prend les mesures nécessaires. Le patient a été interrompu. Donc, la radiothérapie a été mise sur pause. On a laissé la période de quarantaine passer. On a ensuite obtenu des tests de COVID négatifs, prouvant qu'il n'avait plus le COVID. Entre-temps, moi, j'avais cette période-là où je replanifie ces traitements de radiothérapie pour optimiser la situation, améliorer une mauvaise situation. Et on a repris les traitements le moment qu'on pouvait. Et comme j'ai dit, j'ai ajusté la dose de radiothérapie à la hausse pour compenser pour la perte de temps. Voilà. Et je souligne que cette personne-là a protégé les autres patients autour de lui, donc certains sous chimiothérapie, gravement malades qui pourraient mourir avec un COVID. Il a protégé le personnel, dont moi. Je suis reconnaissant qu'il a choisi de faire ça. Il aurait pu passer sous silence. Il ne l'a pas fait. On s'ajuste pour aider cette personne qui a aussi montré tellement de courage envers les autres. Voilà. Sur le plan personnel, Peter, en 2003, j'ai subi une prostatectomie radicale. 2 ans plus tard, le cancer était revenu et j'ai eu une radiothérapie. Si je transpose cette période à maintenant, mon système immunitaire pourrait-il être compromis et me mettre à risque plus élevé pour la COVID-19 compte tenu de cette situation? Je vais répondre non. Encore une fois, pour savoir si le système immunitaire est compromis, vraiment, il faut passer un bilan sanguin, puis on aura notre réponse assez rapidement. Par contre, si vous m'appelez en me disant « Mon système immunitaire est compromis, est-ce que c'est à cause de ma radiothérapie que j'ai eue ou ma chirurgie dans le passé? » La réponse serait non. Normalement, pour un cancer de la prostate, la radiothérapie qu'on reçoit ne devrait pas endommager de façon permanente le système immunitaire. Donc, il n'y a pas de raison de craindre dans le normal. Et diminuer le nombre de séances de radiothérapie? Est-ce que c'est une possibilité compte tenu de cette réalité-là? Oui, c'est une réalité. Donc, l'autre chose qu'on a faite, c'est qu'on a complètement revu notre façon de fonctionner et on a accéléré certains programmes par rapport au nombre de traitements. C'était des études qu'on avait mises en place pour diminuer le nombre de traitements de façon sécuritaire. Donc, on était en train de gérer ces études-là et regarder les résultats et la logistique et quand est-ce qu'on pourrait mettre tout ça en place, faire la routine de tous les jours. Et là, dans le contexte, on a dit le plus important, c'est de rentrer et sortir les patients le plus rapidement possible de leur radiothérapie parce que si vous avez normalement 40 séances de radiothérapie et je le réduis à 20 séances de radiothérapie, bien, vous avez 20 jours pour contracter le COVID qu'on n'aura pas besoin de vous interrompre. Donc, il y a un net avantage de compresser le tout. Donc, ça a été mis en place et c'est ça qu'on a fait, exactement. Qu'est-ce qui détermine la longueur du traitement en radiothérapie? Vous me parlez d'une vingtaine de jours, vous me parlez de 60 jours. Qu'est-ce qui détermine la longueur? Donc, habituellement, c'est le stade de la maladie. Plus le stade est avancé, plus qu'on a des choses à traiter, plus que la maladie est sortie, plus qu'il y a des ganglions d'atteint, plus qu'on a tendance à avoir une obligation de faire plus de séances de radiothérapie. Moins la maladie est avancée, plus elle est localisée, plus c'est facile de faire une petite zone de traitement. Et donc, si la zone est petite, on peut faire une plus grande concentration de rayons sans crainte de faire trop de dommages aux organes autour. Donc, c'est ça un peu la logique derrière. Ouais.
D'accord. On va passer maintenant, le temps file, hein, à l'hormonothérapie et il y a M. Leclerc qui pose une question très pertinente. Euh, Peut-on avoir une hormonothérapie avant une chirurgie advenant une éclosion? Je crois que ça serait une option, oui. Cas par cas, c'est sûr. Il faut regarder chaque cas en fonction des détails spécifiques. Mais c'est certainement à mettre sur la table, absolument. Ouais. On pourrait parler aussi en hormonothérapie de l'immunocomprimé et les patients sous traitement avec une hormono de nouvelle génération. Et j'aimerais que vous me disiez un mot là-dessus, les nouvelles générations d'hormonothérapie, comme Erlada, Xtanzi ou Zytiga, sont-ils, je rappelle, immunocomprimés? Les nouvelles générations nous donnent autant de mal de tête que vous, parce que les démos de tête que vous, parce que ça va tellement rapidement que les choses changent à tous les mois dans le cancer de la prostate, ce qui est encourageant pour les patients ultimement. L'hormonothérapie n'est pas considérée immunosuppressive. Donc, je dis bien, elle n'est pas immunosuppressive. On considère que l'hormonothérapie, dans toutes ses formes, ne cause pas une atteinte du système immunitaire comme la chimiothérapie pourrait faire, par exemple. Les chiffres, honnêtement, ressemblent beaucoup à ceux qu'on va voir avec l'hormonothérapie classique, là, le Lupron dépôt, le Zoladex, des trucs comme ça. C'est les mêmes types de chiffres qu'on va voir. Donc, pas grand souci de ce côté-là. Puis moi, je n'ai rien ajusté pendant la pandémie par rapport à mes patients en hormonothérapie du tout. Mais généralement, quand on choisit l'hormonothérapie, c'est qu'on n'a pas beaucoup de choix non plus. Oui, vous avez raison. Absolument. Par contre, on peut se faire rassurant quand même là-dedans, de dire, un, ça ne va pas nous nuire, et deux, il y a cette fameuse revision de statistiques italiennes qui peut nous encourager même dans ce sens-là. Exact, exact. J'aimerais qu'on parle un peu des études cliniques parce que, bon, il y en a de plus en plus. Nous, chez Procure, on a évidemment depuis plusieurs années une biobanque. À partir de ça, plein de tests ont été faits. Bon, et les essais cliniques se poursuivent et tant mieux pour nous apporter des réponses à cette maladie qui touche 12 hommes par jour au Québec. Est-ce que le recrutement pour participer à des essais cliniques sur le cancer de la prostate a repris parce qu'il y avait eu une pause? Il y avait eu une pause et oui, ça a repris 100% normal. Donc, ça veut dire que le COVID-19, dans un certain sens, est absolument désastreux. Mais dans quelle mesure est-ce que cette situation-là permet quand même des avancées en ce qui a trait au cancer de la prostate? J'ai un professeur à moi, il y a des années maintenant, qui m'a dit, Peter, tout patient est mieux servi d'être sous protocole. Et j'y crois fermement. Je pense que c'est très vrai. La raison est parce que, premièrement, on a accès au cutting edge, à une approche des plus avancées. Deuxièmement, normalement, sur un protocole, on a accès à des traitements et du personnel, médecins, infirmières, qui ont été validés par leur pairs. Donc, on sait qu'on peut faire confiance à un certain garant de qualité là-dedans. Dans un contexte de COVID encore plus important, je pense, parce que ça a réussi à nous perturber une première fois par rapport à la recherche, ça ne réussira pas une deuxième. On est préparé maintenant, on a nos méthodes en place et je crois que laisser tomber la recherche serait la pire chose qu'on pourrait faire. Donc, c'est essentiel que ça continue, que ça tient bon cette fois. Encore une question, cette fois de Richard. Il travaille dans une école secondaire. Il est de grade 2, c'est-à-dire 3 plus 4 entre guillemets. Est-ce que je devrais continuer à travailler? Je n'ai pas débuté mes traitements. Merci pour la question, Richard, et de le partager avec nous. C'est une excellente question. Je pense que là, on est dans les vrais choix déchirants, parce qu'on sait que vous avez le cancer. On sait que si vous attrapez le COVID, ben, le outcome,
le parcours de la maladie risque d'être plus sévère. Donc, on va peut-être le diviser en deux, cette question-là. On n'a pas encore commencé les traitements. C'est certain que, en parlant des traitements, je présume qu'on parle de radiothérapie. C'est sûr que moi, je demanderais à mon radio-oncologue, j'aimerais avoir un petit papier, là, arrêter le temps de ma radiothérapie. Je ne veux pas attraper le COVID pendant ce temps-là. Donc, ça, c'est certain. En attendant, moi, je dirais que si la situation financière le permet, moi, probablement, j'arrêterai. Et la raison est la suivante. Imaginez-vous qu'on fait la planification, qu'on commence à s'aligner pour le traitement, qu'on est à 3-4 jours et que là, petite mal de gorge, là, on a attrapé quelque chose au travail. Et là, on reporte les choses. Et là, tout devient un peu plus confus. Et personne ne dit que le COVID va durer juste 2 semaines. Il y a des gens qui ont passé COVID 2 mois positifs. Donc là, ça peut commencer à devenir plus problématique. Donc, moi, personnellement, si la situation financière le permet, et je suis sensibilisé au fait que ce n'est pas tout le monde qui a ce luxe-là, mais si la situation le permet, moi, je jouerais un jeu extrêmement défensif. Extrêmement défensif. C'est comme ça qu'on gagne la Coupe Stanley, Peter. Oui. Alors, parlons chimio, un peu, chimiothérapie. Quelqu'un vient de commencer une chimiothérapie. Qu'est-ce qu'il doit faire exactement pour se protéger? Éviter les autres êtres humains. Vraiment le plus possible. Et là, je parle de sa propre famille. Il faut voir tout le monde comme un danger potentiel. Je veux pas être le gars qui pousse le bouton de panique tout le temps, mais on est dans une situation des plus vulnérables. Donc, il ne faut absolument pas attraper cette maladie-là et on l'attrape d'autres gens. Donc, il faut éviter les gens et se protéger au maximum. Et là, je ne parle pas de sortie, rien. Quelqu'un d'autre vous fait votre épicerie, vous le lavez quand ça arrive, vous l'essuyez avant de le mettre dans le frigo, mais vraiment, il faut éviter. J'ai peut-être une situation ici qui va mettre en évidence votre recommandation, Peter. Quel est mon risque de COVID si j'ai terminé la chimiothérapie en juin de l'année dernière? On parle de 2019. J'ai 73 ans. Je ne quitte pas la maison à moins que cela ne soit absolument nécessaire. Quel est son risque de COVID? Okay. Le fait d'avoir terminé en juin est quand même rassurant parce que la plupart des chimiothérapies pour le cancer de la prostate vont avoir fait le tour du système et sorti. Si on regarde bien, on donne le docetaxel, le taxotere, on le donne à peu près aux 3 semaines. Donc, si on le donne aux 3 semaines, c'est parce que le système baisse, puis ensuite remonte, et là, on peut le rebaisser avec une autre shot. Donc, si on a terminé en juin, puis on se retrouve en septembre, votre système devrait avoir repris. Je me ferais quand même rassurer. Si c'était moi, je demanderais un bilan sanguin de mon médecin pour dire est-ce qu'on peut valider, c'est bien beau toutes ces théories-là, mais est-ce qu'on peut valider que dans mon cas, je suis remis? Et à ce moment-là, je me sentirais comme une personne normale à risque, mais quand même une personne qui a le cancer. Hein, si on a de la chimiothérapie, on a le cancer, et la chimiothérapie ne guérit pas nécessairement le cancer de la prostate. Donc, je considère qu'on a un cancer, que le cancer demeure là malheureusement, et à ce moment-là, il faut éviter le COVID de façon encore plus importante que moi, par exemple. Donc, défensive maximale. Et si cette personne-là contracte le COVID-19, est-ce qu'on cesse le traitement et on le reporte? Oui, toutes les recommandations actuellement sont de cesser la chimiothérapie, malheureusement. Ce qui peut avoir un effet néfaste sur le cancer, on s'entend. Mais malheureusement, là, toutes les recommandations actuelles vont dans ce sens-là. D'interrompre, pas de cesser, cesser veut dire qu'on l'arrête, d'interrompre la chimiothérapie jusqu'à la récupération, plus une certaine quantité de temps, puis un testing négatif. Donc, une preuve que la maladie est sortie du système. Une question un petit peu plus pointue, si on veut. Okay. À quelle vitesse le système immunitaire rebondit-il après un traitement anticancéreux? On parle anticancéreux, si on parle de chimiothérapie, on parle d'à peu près 1 mois. 1 mois. Mettez dans votre tête un chiffre très rond, 1 mois. Plus ou moins 1 mois. Oui. C'est ça. Si on parlait un instant de radio palliative, on achève notre entretien aujourd'hui. J'aimerais profiter de l'occasion pour demander aux gens qui nous regardent en ce moment s'ils veulent poser une question de le faire.
par le biais au bas de la page Zoom, questions-réponses, converser, et nous pourrons y répondre avant que l'on se quitte aujourd'hui. Pour ce qui est de la radio palliative, Peter, Oui. Est-ce que la radiothérapie palliative pour traiter mes métastases me rend plus à risque de contracter le virus? Non. Est-ce que je suis immunocomprimé? Ça ne devrait pas, à part si vous avez un champ de radiothérapie énorme. Mais normalement, non. Et pour le radium-223? Oui. Oui, ça affecte le système immunitaire un peu plus. Donc, comment? Oui. Le radium, ça supprime la moelle osseuse. Ça peut ralentir la production des cellules du système immunitaire. Tout le monde qui reçoit du radium va avoir un certain degré de ça. Ça va arriver chez tout le monde. Des cas plus sévères vont arriver chez, mettons, 20% des gens. 1 sur 5 patients là, vont avoir un cas plus sévère. Mais oui, le radium fait partie de ces médicaments-là qui vont affecter le système immunitaire, au moins temporairement. Et il y a malheureusement aussi des gens, c'est une complication grave et rare, heureusement, mais il y a des gens qui vont avoir un système qui est compromis pour une certaine période de temps, un plus long période. Donc, ça peut être, oui, il faut, et ça c'est un traitement qu'il faut être vraiment plus, qu'il faut choisir de façon plus attentionnée. Peter, en terminant, si on résumait un peu le cheminement qu'on vient de faire pendant presque une heure, quelles seraient vos recommandations compte tenu de la thématique d'aujourd'hui? Si on veut garder ça simple, on porte le masque, on garde la distance, on minimise les contacts, et ça pour tout le monde. Pour les gens qui écoutent, qui accompagnent des patients qui ne sont pas des patients eux-mêmes, on protège les patients. Ils méritent ça. On communique avec notre équipe médicale. Il n'y a pas de raison de ne pas poser des questions, surtout dans une situation d'incertitude comme on vit actuellement. Donc, on communique, puis si on ne comprend pas ou si on n'est pas satisfait de la réponse, on rappelle, puis on recommunique, puis on explique qu'on ne comprend pas, puis qu'il faut clarifier les choses. Parce que c'est une période où il faut s'ajuster, hein? Il faut s'adapter. Et on ne s'attend pas qu'un patient qui vit un cancer actuellement soit en plus en train de s'adapter médicalement. C'est le système qui doit s'adapter et fournir les réponses aux patients. Donc, communication avec l'équipe et protection, suivre les consignes. Eh bien, Peter, vous avez tout aujourd'hui, une mine précieuse d'informations. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. Vous êtes un homme très, très occupé. On le soupçonne, on le sait. On vous souhaite le meilleur. Et encore une fois, on vous dit bravo pour votre détermination à vaincre ce terrible fléau qui est le cancer de la prostate. Merci beaucoup, Peter. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et à la prochaine. À la prochaine. Alors, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à communiquer avec nous. C'est tout simple. info@procure.ca et partagez avec nous vos inquiétudes, posez vos questions. Nous allons trouver des experts comme Peter aujourd'hui pour y répondre. Et aussi, ne vous gênez pas. Invitez des gens à venir vous asseoir autour de votre ordinateur et embarquer dans la conversation dans la mesure où c'est possible. Posez toutes les questions, posez les bonnes questions, les mauvaises questions, mais posez des questions. Et la semaine prochaine, à notre prochain webinaire, il sera question des facteurs de risque et le dépistage, le fameux dépistage avec le docteur Vincent Trudeau, un collègue de Peter. Alors, soyez des nôtres, consultez le site procure.ca pour voir tout ce qui est prévu pour le mois de la sensibilisation au cancer de la prostate, le mois de septembre. Ici, Winston McQuaid, c'était Procure en parle et on se revoit très bientôt dans quelques jours. Bonne fin de journée. Vous avez aimé les services de Procure? Alors n'hésitez pas à contribuer à procure.ca. Merci pour votre générosité.